Salut à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une architecture d'IA qui a vraiment, mais vraiment changé la donne pour la génération de contenu, le VQVAE. Accrochez-vous, c'est un concept fondamental qui a ouvert la porte à énormément de modèles qu'on utilise aujourd'hui. Alors, pour bien planter le décor, commençons par une question qui peut paraître simple. Nous, les humains, on utilise des mots, des concepts bien définis pour décrire le monde et pour créer. Mais comment une intelligence artificielle qui à la base ne raisonne qu'en chiffres continus peut-elle faire la même chose? C'est exactement le défi que le VQVAE est venu relever. Voilà le programme pour ce décryptage. D'abord, on va se demander pourquoi on a tant besoin de ces fameux codes discrets. Ensuite, on plongera au cœur du VQVAE. C'est quoi? Comment ça marche? Après ça, on verra des exemples concrets et on terminera bien sûr par ses limites. Parce que, vous en doutez, rien n'est jamais parfait. Allez, c'est parti pour notre première étape. Faut bien comprendre qu'avant le VQVAE, la plupart des auto-encodeurs manipulaient des nombres continus. Imaginez une palette avec une infinité de nuances. C'est super flexible en théorie, mais en pratique, ça créait de vrais casse-têtes. L'analogie du variateur et de l'interrupteur est parfaite pour ça. Un espace continu, c'est le variateur, on peut choisir une infinité de niveaux de luminosité. C'est très nuancé, mais du coup, c'est aussi un peu flou ou difficile à maîtriser. À l'inverse, l'espace discret, c'est l'interrupteur. C'est on ou off, un choix clair, net, sans aucune ambiguïté. Et c'est justement cette clarté qui manquait à l'IA pour éviter un problème bien connu. Et ce gros problème, il a un nom un peu barbare, l'effondrement a posteriori. Pour faire simple, imaginez un variational auto-encoder avec un décodeur tellement puissant qu'il arrive à reconstruire une image parfaite, sans même regarder l'information compressée, le fameux code latent. Bien dans ce cas, ce code ne sert plus à rien. Le modèle n'apprend aucune représentation utile des données. C'est un peu comme avoir un dictionnaire super complet mais ne jamais l'ouvrir. Et c'est là, pile à ce moment-là, qu'arrive notre héros du jour, le VQVAE. Une solution vraiment élégante pour forcer le modèle à enfin utiliser son dictionnaire. Ok, le nom complet, auto-encodeur variationnel à quantification vectorielle, ça peut faire un peu peur. Mais en vrai, l'idée de base est super intuitive. C'est un auto-encodeur, sauf qu'il n'a pas le droit de choisir n'importe quelle valeur dans son espace latent. Non, il est obligé de piocher le mot le plus proche dans un dictionnaire fini qu'il a appris lui-même. Ce schéma, c'est vraiment la salle des machines. À gauche, on a l'encodeur. Il prend une image, il l'analyse et il la compresse en un vecteur. Au milieu, c'est là que toute la magie opère. Ce vecteur est comparé à tous les mots du dictionnaire et le système choisit le mot le plus ressemblant. C'est cette étape, la quantification, qui change absolument tout. Et enfin, à droite, le décodeur prend ce simple mot et à partir de ça, il reconstruit l'image entière. C'est assez fou. Pour que ce soit encore plus clair, prenons l'analogie de la palette de couleurs. Imaginez que l'encodeur est une pipette. Elle prélève une couleur hyper précise dans une image, avec des millions de nuances possibles. Le dictionnaire, ou codebook, c'est une palette de peinture limitée, disons 256 couleurs de base. Eh bien, le processus vécu, c'est tout simple. Il s'agit juste de trouver dans la palette la couleur qui se rapproche le plus de celle de la pipette. C'est une simplification, oui, mais c'est une simplification forcée qui résout ce fameux problème d'effondrement a posteriori. Bon, maintenant qu'on a compris l'idée générale, on va mettre les mains dans le cambouis. Comment est-ce que le modèle apprend à faire tout ça en même temps? Encoder, décoder et construire son propre dictionnaire. Eh bien tout ça, ça tient dans une fonction de perte particulièrement bien pensée. En fait, l'entraînement, c'est une sorte de danse à 3 temps. Le premier, c'est la base, la perte de reconstruction. Il faut que l'image à la fin ressemble à celle du début, logique. Le deuxième, c'est la perte du dictionnaire. On veut que les mots du dictionnaire s'améliorent, qu'ils se rapprochent de ce que l'encodeur propose. Le dictionnaire s'adapte. Et le troisième temps, qui est absolument crucial, c'est la perte d'engagement. Là, on force l'encodeur à être plus direct, à sortir des vecteurs très proches d'un mot du dictionnaire, sans hésitation. Ce tableau résume parfaitement cette répartition des tâches. Et regardez bien le détail, c'est ça qui est malin. La perte de reconstruction, elle entraîne à la fois l'encodeur et le décodeur. Mais la perte du dictionnaire, elle, ne met à jour que les mots eux-mêmes. Et la perte d'engagement, elle, ne discipline que l'encodeur. C'est cette séparation claire des responsabilités qui est la clé du succès. Chaque partie est optimisée pour son rôle et c'est cet équilibre qui fait que tout fonctionne si bien ensemble. Ok, c'est bien beau la théorie, mais en pratique, ça donne quoi? Est-ce que cette architecture est juste une jolie idée de chercheur ou est-ce qu'elle produit des résultats vraiment bluffants? Alors, jetez un œil à ça. C'est une image générée par le VQVAE2, une version améliorée du modèle. La qualité de cette image de chien est juste remarquable, ça rivalisait sans problème avec les meilleurs modèles de l'époque. Et le modèle ne s'arrête pas là. Il est capable de générer une diversité d'images assez folle, comme ce papillon, avec une finesse de détail vraiment impressionnante.
Le fait qu'il se base sur des codes discrets lui permet aussi d'éviter certains pièges classiques des GAN, comme l'effondrement de mode. Ou encore ce perroquet. Chaque plume, chaque reflet, chaque nuance de couleur, tout ça c'est le résultat d'une combinaison de mots bien précis, piochés dans le dictionnaire du modèle. C'est la preuve que ce vocabulaire, même s'il est limité, est suffisamment riche pour recréer la complexité du monde. Mais attention, le VQVAE, ce n'est pas que pour les images. Dans le monde de l'audio, il a permis des avancées spectaculaires en compression. Le codec Soundstream, par exemple, basé sur les mêmes idées, arrive à faire mieux en qualité que le codec Opus en utilisant 4 fois moins de données. C'est une efficacité absolument redoutable. Et cette image résume parfaitement la puissance du concept. À gauche, les originales. À droite, les reconstruites. Entre les deux, ces images ont été réduites à une simple suite de mots de son dictionnaire. Regardez comme la perte de qualité est minime, alors que la quantité d'informations était drastiquement réduite. Bon, on a vu le côté impressionnant. Mais évidemment, aucun modèle n'est parfait. En résolvant un problème, le VQVAE a, sans le vouloir, créé de nouveaux défis. Son principal talon d'Achille, c'est ce qu'on appelle l'effondrement dimensionnel. C'est un problème un peu plus subtil. En gros, même si le dictionnaire contient, disons, 512 mots, le modèle peut finir par n'en utiliser qu'une toute petite partie ou les utiliser de manière très répétitive, ce qui revient au final à avoir un vocabulaire très pauvre. Pour le dire autrement, la quantification, c'est un peu comme faire un résumé. Le modèle va naturellement se concentrer sur les gros traits, les caractéristiques principales d'une image, la haute variance. Mais en faisant ça, il risque de laisser de côté les détails plus subtils, les textures, la basse variance. Du coup, le modèle devient très fort pour dessiner les contours, mais peut avoir du mal à rendre les textures fines, par exemple. Allez, pour résumer, le VQVAE, c'est une avancée capitale. Il a marié les auto-encodeurs avec des codes discrets, réglant le problème de l'effondrement a posteriori. Il a prouvé qu'une IA pouvait apprendre un vrai vocabulaire pour décrire et recréer des données complexes, que ce soit des images ou du son. Ça a ouvert la voie de la génération haute fidélité et à une compression hyper efficace. Ce n'est pas la solution finale, mais c'est sans aucun doute une des pierres fondatrices de l'IA générative moderne. Et tout ça, ça nous amène à une question passionnante pour la suite. Le VQVAE nous a montré que forcer une IA à apprendre un langage discret, c'était une piste incroyablement fertile. Alors en continuant sur cette voie, quelles autres formes de représentation symbolique, peut-être encore plus complexes, les IA de demain vont-elles bien pouvoir inventer? La discussion ne fait que commencer.